Chers amis de l'économie, bonjour. Si vous souhaitez entendre parler d'autre chose que du Covid, vous êtes ici au bon endroit. Si je vous en parle, ce sera vraiment sur un malentendu. Covid, matin, midi et soir assez. On va parler d'économie et comme cher Charles-Henri Gallois, toutes les idées ont leur place dans Périscope. J'ai souhaité vous inviter aujourd'hui, vous êtes le fondateur du mouvement Génération Frexit. Pourquoi j'ai souhaité vous inviter? Parce que dans 48 heures, on fête un anniversaire. Je ne sais pas si c'est un anniversaire ou une commémoration. Le traité de Nice, ça paraît extrêmement lointain et pourtant, ça nous concerne au premier chef parce que c'est le modèle de gouvernance de l'élargissement de l'Europe. C'est l'arrivée de ces pays d'Europe centrale et orientale, les anciens pays du glacis soviétique notamment, et on va voir que ça a un lien absolument direct avec l'état de santé de l'économie française. Je rappelle d'ailleurs au passage que, et c'est un retour avec l'esprit de 2005, que les Irlandais avaient voté contre dans un premier temps, on les a appelés à nouveau aux urnes, et puis ils ont finalement ratifié le traité de Nice. Au fond, Nice, c'est l'ouverture de l'Europe aux pays low cost, c'est la part de délocalisation que nous avons nous-mêmes organisée, à tel point qu'un grand chef d'entreprise qui a suivi le fil Twitter de l'émission aujourd'hui nous envoie ce message. Denis Père qui a publié récemment, qui était à votre place il y a quelques semaines. Nous avons en effet organisé notre propre NAFTA, un formidable cadeau économique à l'Europe de l'Est sans aucune contrepartie sociale. Le chef d'entreprise et l'homme de la génération Frexit se rejoignent. Mais évidemment, il a raison. Et vous avez rappelé le fameux vote irlandais, en fait, qui aurait dû avoir lieu partout, parce que c'est quand même un bouleversement majeur. On était à une Union européenne à 15 pays, elle allait être ouverte à 28 pays, un élargissement total, et avec tous les pays de l'Est qui allaient rentrer. Et on n'a jamais demandé l'avis des différents pays, on n'a jamais demandé l'avis des Français. Le seul peuple qui a été consulté, c'était le peuple irlandais. Il a voté non, et comme souvent avec l'Union européenne, quand la réponse ne plaît pas, on a fait revoter le peuple irlandais pour qu'il vote en faveur de ça. Et c'est les délocalisations, en fait, c'est même pire que ça, j'ai envie de dire, parce que au sein de l'Union européenne, la France, qui est l'un des contributeurs nets, finance ses propres délocalisations. Pourquoi? Parce que 2021, en plus avec le Brexit, avec l'augmentation du budget de l'Union européenne, la contribution nette de la France au budget de l'Union européenne, c'est de 13 milliards d'euros. Et ces fonds-là, ils vont notamment vers les pays de l'Est, notamment la Pologne qui reçoit énormément d'argent. Et ça va notamment financer certains projets d'ailleurs industriels. C'est pourquoi je parle en bas de l'écran du variant polonais. En matière de désindustrialisation, il y a un variant polonais, j'aurais pu parler du variant tchèque, hongrois, mais c'est celui qui est le plus identifié. Et on verra qu'il y a de nombreux cas d'industrie, de grandes marques françaises qui étaient historiquement localisées dans le nord de la France, notamment dans la région des Hauts-de-France, qui ont fichu le camp dans cette direction. Oui, il y a notamment, on pourrait citer à Amiens, il y a eu Whirlpool, il y a eu aussi Goodyear, qui a eu ce phénomène. Et très récemment, j'étais sur votre plateau la dernière fois, on avait été interrompu par Elisabeth Borne et Agnès Pannier qui étaient au chevet de Bridgestone. À Béthune. À Béthune, exactement. C'était à Béthune, et en expliquant, vous allez voir, il n'y aura pas de problème. Et je vous avais dit, juste après qu'on puisse reprendre l'émission, je vous avais dit, en fait, qu'il caractérisait l'impuissance, parce que l'impuissance, en fait, est inscrite dans les traités de l'Union européenne, et en l'occurrence, cette usine de Pologne qui va accueillir les activités de Bridgestone, elle a été financée en partie par l'Union européenne, c'est-à-dire par notre argent. Et donc on voit qu'on est dans un système complètement fou, où on met en concurrence les travailleurs français. Je rappelle que le SMIC en France en 2020 était à 1 539 €, il est à 332 € en Bulgarie. Donc il y a une différence de 1 à 5. Il y a peu de délocalisation en Bulgarie. Il y en a tout de même. Il y en a un peu plus en Pologne, où le niveau du SMIC est supérieur, en République tchèque. Enfin, on va distinguer quand même la Bulgarie. Tout à l'heure, d'ailleurs, on se rendra en Bulgarie. Pourquoi? Parce que vous allez voir, c'est par incidence, cette fois-ci, la Bulgarie, c'est devenu la poubelle diesel. Les vieilles voitures diesel d'Europe de l'Ouest se retrouvent en Bulgarie, et Sofia, la capitale, est sous un nuage de poussière et de particules fines. Bon, sachant d'ailleurs que la pollution ne respecte pas les frontières, même pas celles de l'Union européenne. En fait, on pousse le problème un tout petit peu plus loin. Mais ce que vous dites, vous, au fond, votre message aujourd'hui, c'est de dire, on parle beaucoup de délocalisation en Chine, mais les principales délocalisations, elles ont lieu
Pas de l'autre côté de la frontière, mais pas loin en tout cas. Quasiment, en fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Chine, parfois du Bangladesh, de l'Inde, etc. Mais quand on regarde les chiffres, de 2009 à 2011, des chiffres qu'on a, il y a 55% des délocalisations des entreprises françaises qui allaient au sein même de l'Union européenne. Et elles vont où? Elles vont évidemment vers les pays de l'Est. Vous avez cité Pologne, vous avez cité République tchèque. Il y a aussi évidemment la Roumanie, et d'ailleurs on a beaucoup dans l'industrie automobile. Quand on regarde, vous avez au niveau de la République tchèque la C1, la Citroën C1 et la Peugeot 107 qui sont produites là-bas, et vous avez aussi au niveau de la Slovaquie par exemple, vous avez la Citroën C3 qui est produite en Slovaquie, ou la Peugeot 207, on a la Renault Clio aussi en Roumanie, donc c'est pour vous dire que toutes ces fabrications qui étaient auparavant françaises sont désormais faites au sein même de l'Union européenne, et donc on a fait au sein même de l'Union européenne une concurrence sociale et fiscale qui est absolument dingue. Et ça, c'est le fruit même, en fait, des traités de l'Union européenne. Mais, question naïve peut-être, mais si on n'avait pas fait l'Union européenne, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Qu'est-ce qui aurait empêché Renault, après tout, Peugeot et d'autres, d'aller s'installer dans des pays où les coûts de production sont inférieurs? Ben là, vous soulevez un autre point de l'Union européenne, c'est-à-dire que non seulement l'Union européenne ne protège pas de la concurrence au sein de son espace, mais elle ne protège pas non plus vis-à-vis de l'extérieur. Parce qu'il faut quand même savoir que les droits de douane moyens extérieurs de l'Union européenne, c'est seulement 2,4%. Ce sont les plus faibles au monde. Et donc il y a des gens qui sont restés dans cette idée de l'Europe des années 60 où il y avait un tarif fixeur commun fort, une espèce d'Europe qui protège. Mais on n'est plus du tout là-dedans. En fait, l'Europe promeut au sein même de ces traités la libre circulation à la fois des capitaux qui permettent les délocalisations et aussi des marchandises et des personnes. Et donc on met en concurrence, vous avez raison, les travailleurs français, non pas seulement avec les Polonais, mais vis-à-vis de quasiment tout le reste du monde, ce qui est une folie, parce que si le libre-échange est une bonne chose vis-à-vis des pays qui ont des mêmes normes sociales, environnementales assez proches, ça stimule l'innovation, la concurrence, mais de faire du libre-échange avec des pays dans lesquels le salaire est de l'ordre de 100, 200, 300 euros, c'est évidemment une folie furieuse, et c'est à terme un déclassement de la France, et on le voit malheureusement tous les jours. Vous êtes pour le Frexit, vous êtes pour que la France imite la Grande-Bretagne, mais vous n'êtes pas contre l'économie de marché. Non, je ne suis pas contre l'économie de marché. Mais d'ailleurs, même en étant pour le Frexit, en fait, je pense que cette question du traité de Nice soulève un autre point qui est démocratique. Les Français n'ont pas été consultés, et grosso modo, les Français n'ont pas donné leur aval à l'Union européenne depuis le traité de Maastricht qui avait été gagné à 51-49 d'une courte tête. Mais depuis lors, en fait, les conditions d'appartenance à l'Union européenne ont drastiquement changé. Il y a le traité de Nice, on en a parlé, mais il y a eu le traité d'Amsterdam qui a confié l'essentiel des politiques migratoires à l'Union européenne. Vous avez aussi le fameux TSCG de 2012 qui a confié à l'Union européenne l'immense majorité des politiques économiques et sociales qui sont imposées sous peine d'amende à la France. Et vous avez évidemment depuis le Brexit, 2016 à nos jours, une explosion en fait de la contribution financière de la France à l'Union européenne. C'est vrai, mais on n'a pas perdu notre souveraineté pour autant. Le Parlement vote des lois sociales, fiscales. On exécute le budget. Alors on l'exécute. Oui, enfin on l'exécute même plus d'ailleurs dans les conditions du pacte de stabilité, puisque la règle des 3% est d'ailleurs à voler en éclats un peu partout. Oui, là, du fait de la crise Covid. Donc, j'allais dire, il y a du mou, non? Non, il y a pas de mou. Vous êtes sévère pour un système qui tolère quand même quelques marges de manœuvre. En réalité, il n'y a pas de mou. Il ne faut pas regarder que cette règle des 3%, parce que chaque année, la Commission européenne va dicter à la France quelle doit être la politique économique et sociale, et toutes les grandes réformes françaises, les dernières, et c'est l'avenir, retraite, assurance chômage, etc., retraite, sont demandées par l'Union européenne. Et tout ce que je dis là-dedans, c'est que les conditions d'appartenance à l'Union européenne ont changé. Que l'on soit pour ou contre le Frexit, il est normal de demander l'avis au peuple français via un référendum. Et ça, vous en conviendrez que c'est légitime, à partir du moment où on est démocrate. C'est un petit peu, en fait, c'est comme vous êtes locataire, par exemple, de votre logement, et votre loyer est à 500 euros. Du jour au lendemain, votre propriétaire vous dit « je le passe à 1000 euros ». Les conditions d'appartenance ont changé, c'est normal de vous poser la question « est-ce que je reste ou est-ce que je sors ?» Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a lancé une grande pétition pour obtenir un référendum sur votre appartenance à l'Union européenne. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur référendum-frexit.org, et j'invite tous les démocrates, qu'ils soient pour ou contre, à donner leur avis. Voilà, qu'ils soient pour ou contre d'ailleurs l'appartenance à l'Union européenne, de signer, de soutenir cette pétition pour que les politiques s'en saisissent de cette vraie question qui est véritablement la grande question démocratique qui doit être posée par exemple en 2022. Alors, beaucoup de messages aujourd'hui sur Twitter, parce que manifestement le sujet intéresse, et je pense d'ailleurs qu'il est essentiel, il est intéressant, c'est l'identité française, c'est notre capacité à traverser
j'allais dire confortablement le 21e siècle qui est en jeu. Bernard Florent, par exemple, me dit, mais la dégradation, je reviens à l'industrie, la dégradation avait commencé bien avant Nice. L'Europe est quand même un sacré bouc émissaire, un bon bouc émissaire qu'on aime bien sortir régulièrement, le modèle d'organisation, pour pallier nos propres errements. Ben, il a raison, il a raison, il a tort à la fois, je vais vous dire. Pourquoi ? Parce que évidemment que la dégradation a commencé avant l'entrée des pays de l'Est, ce qui l'a aggravée. Mais en fait, pourquoi elle a commencé, par exemple, en 1999 ? En 1999, vous avez l'entrée dans l'euro qui plombe la compétitivité française et qui pousse justement les entreprises à délocaliser pour avoir un coût plus faible à cause d'une monnaie qui est surévaluée pour la France. Pour compenser l'effet monétaire, on va rechercher des coûts de production inférieurs. Exactement. Plutôt que de faire une dévaluation externe, on va faire une dévaluation interne. C'est soit une baisse des salaires en interne ou aller chercher des coûts de production à l'extérieur. Et d'ailleurs, cette tendance de l'Union européenne dans ses traités à ouvrir vis-à-vis du reste du monde, ce monsieur a raison, mais c'était avant même l'entrée des pays de l'Est. Donc évidemment que cette tendance et cette ouverture vis-à-vis du reste du monde et cette non-protection a amené des délocalisations d'ailleurs avant les pays de l'Est dans d'autres pays. Et j'ajoute que non seulement il y a cette délocalisation, mais il y a une sorte de délocalisation à la maison, à domicile, avec la question des travailleurs détachés. Je rappelle quand même qu'en 2000, il y avait 7500 travailleurs détachés. En 2018, il y en avait 588 000 hors transport. Or, quand vous faites un petit peu de borne, vous voyez bien que les camions sur les routes françaises ne sont plus des camions français. Enfin, 1 sur 2, oui, voilà. Probablement. J'aurais dit un camion français sur 4. Mais bref, si on voit ça, on voit bien que c'est des délocalisations apportées. C'est un véritable scandale parce que ça siphonne notre sécurité sociale. Parce que théoriquement, s'il n'y a pas de fraude, ces travailleurs sont payés au salaire minimum français, sauf que les cotisations sont celles du pays d'origine, qui est souvent de l'ordre de 30%, quand en France on est à 45,5%, mais elles sont payées au tarif du pays d'origine et dans le pays d'origine. C'est-à-dire que la France ne voit pas un centime de ces cotisations, donc c'est un système qui est complètement scandaleux, qui est permis, qui est gravé dans le marbre par les traités de l'Union européenne, et ça c'est évident que toute personne un petit peu normalement constituée au niveau économique voudrait s'émanciper de cela. Alors, revenons aux délocalisations, les emplois perdus. On a cherché à les mesurer sur une séquence assez longue. Au fond, c'est un débat qui revient aujourd'hui. Alors, en ce moment, c'est un peu plus silencieux. On parle moins de relocalisation, et pourtant, c'est un véritable sujet. Mais sur la séquence 2000-2020, on va dire, c'est 2002 pour être précis, 2021, le pourcentage d'emplois perdus dans l'industrie en France est considérable, c'est 85%, alors que pour l'Union européenne, c'est 76%. Est-ce qu'on peut dire que la France a été le pays le plus touché par ce phénomène ? Je pose la question, mais je garde en mémoire aussi que les Allemands, l'industrie automobile allemande, utilise largement la Mitteleuropa, cette espèce d'interland entre l'Allemagne et l'ancienne Union soviétique, la Russie aujourd'hui, pour y assembler une partie de ses véhicules, y compris les véhicules de luxe. Mais la France, plus touchée que les autres ? Oui, la France, en fait, historiquement, notamment dans l'industrie automobile, il y avait PSA qui avait résisté un temps, mais pour faire face à la concurrence internationale, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont allées délocaliser dans les pays de l'Est, et la France fait pire que d'autres pays européens. Fait pire que l'Allemagne, c'est logique, parce que l'Allemagne, au sein de l'euro, bénéficie d'une monnaie qui est sous-évaluée par rapport à sa compétitivité. Et or, la France, c'est l'inverse. Donc on peut dire d'une manière générale que ce sont les pays du sud de l'Europe, de l'Union européenne plutôt, qui ont le plus souffert de cela, et c'est une véritable catastrophe sur le plan économique, parce que je rappelle que pour un emploi industriel, vous avez 2 à 3 emplois de services qui sont liés. Et donc un pays qui perd son agriculture, qui perd son industrie, est un pays de chômage de masse et en voie de tiers-mondisation. Et d'ailleurs, on le voit très clairement, parce que vous parliez du Covid, on peut faire un petit lien. Dans cette crise du Covid, on a vu la France complètement dépassée, qui n'avait pas les ressources pour fabriquer des masques. On ne peut pas dire que ce soit une complexité énorme d'un point de vue industriel de fabriquer des masques. Mais il faut encore posséder les chaînes qui permettent de les produire. Exactement, et c'est tout le problème. Et c'est la Mais est-ce que c'est notre vocation en même temps ? Je ne suis pas sûr que ce soit notre vocation. Disons que la priorité pour une réindustrialisation serait plutôt évidemment sur les technologies numériques. De monter en gamme, mais même sur le sanitaire. Vous savez qu'il y a 8 principes actifs sur 10 qui sont fabriqués en Inde et en Chine. Donc tout ceci pose des problèmes, et c'est évidemment des problèmes qui ne peuvent pas être solutionnés en fait dans le cadre de l'Union européenne. D'où cette question en fait qui doit se poser aux Français.
Est-ce que oui ou non, vous êtes pour l'appartenance à l'Union européenne et d'où la nécessité d'avoir ce référendum? Que vous réclamez, que vous continuez de réclamer. Quelques dossiers d'ailleurs très emblématiques, dossiers industriels qui ont alimenté la chronique. Goodyear, vous vous rappelez du dossier Goodyear, c'était Amiens Nord. L'usine est partie vers l'Europe de l'Est. On a également Continental. Alors c'était pas très loin, c'était dans le département de l'Oise. Continental Clairoy pour être précis. Alors parti à Timișoara et à Otrokovice. Alors Timișoara c'est en Roumanie, Otrokovice c'est en Tchéquie. Il y a aussi le dossier de Goodyear, je l'ai évoqué, le dossier de Bridgestone qu'on a évoqué également. Enfin, ça fait beaucoup de dossiers. On va d'ailleurs au passage observer l'emploi des filières industrielles françaises à l'étranger. Les industriels français réalisent une partie de leur activité à l'étranger et on voit que la France est le pays qui a été le plus touché. J'ai voulu mettre des chiffres sur ce qu'on évoque. Alors, la France, regardez ces éléments, cette infographie. Le chiffre, il faut l'expliquer en 2 mots. Ces pourcentages-là, c'est la part de l'emploi industriel des filiales françaises par rapport à l'emploi industriel total en France. Donc c'est une part relative. La France, c'est le pays qui a le plus perdu d'emplois industriels français pour les exporter. Alors, nos industriels sont partis s'installer ailleurs, parfois en Europe. Vous avez en bas de la colonne l'Espagne. Pourquoi d'ailleurs, au passage, l'Espagne a beaucoup moins délocalisé? Parce que l'Espagne a des coûts de production qui sont très inférieurs aux nôtres, elle avait un salaire minimum pendant des années à 600 €, il a été augmenté récemment à 1000 €, mais donc effectivement qu'elle a eu un salaire beaucoup plus faible qu'en France. Elle se rapproche de ces pays qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont les pays low cost d'Europe centrale et orientale. Mais il y a un autre élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, les multinationales françaises. Évidemment qu'elles s'installent à l'étranger, pas seulement les multinationales, les outils de production se délocalisent, mais 52% du chiffre d'affaires de nos industries est réalisé à l'étranger. Est-ce qu'il n'est pas, ça fait un total de pratiquement 1250 milliards d'euros. Est-ce qu'il n'est pas normal qu'on soit aussi à proximité des marchés sur lesquels on vend ? Mais ça, c'est très différent parce qu'il y a l'installation, quelque part, la production de vendre à l'étranger, mais il n'y a pas que ça. Quand il y a des délocalisations comme ça, il y a beaucoup de fois, c'est pour être réimporté en France. Je veux dire, quand il y a eu des délocalisations, par exemple, dans le textile, c'était pas pour la production, c'est un aller-retour. C'était pas pour la production locale, c'était un aller-retour. Et donc, il faut pas voir que ça. Après, évidemment que les entreprises françaises, il y a une grosse part à l'étranger parce que le tissu français, on le connaît, avec beaucoup de multinationales très puissantes et très peu de PME, TPE de taille moyenne à l'export. ETI, ouais. C'est très différent, en fait, pour l'Allemagne. Donc, ce chiffre-là reflète quelque part le tissu français. Alors, évidemment, il faut... c'est une force, quelque part, ces multinationales, mais il faudrait pouvoir développer toutes les autres entreprises de taille moyenne. Et c'est comme ça qu'on pourra, d'une part, réindustrialiser la France, parce qu'il y a notamment plein de sous-traitants là-dedans qui ont disparu, malheureusement, qui faisaient partie de ces PME, TPE. Et c'est surtout comme ça qu'on pourra réellement lutter contre le chômage, parce que toute autre politique, en fait, est vouée à l'échec. Précisément, puisque vous évoquez le chômage, c'est lié aussi aux coûts de production. Les coûts de production, le coût horaire de production, le coût horaire de la main-d'œuvre en France reste un des plus élevés. C'est vrai qu'on a fait des progrès. Alors, il y a des progrès qui ont été réalisés sur les salaires entrée de gamme, si je puis dire, sur le SMIC notamment. Le SMIC comporte une part faible de contribution patronale. En revanche, on voit que si on fait un coût horaire brut de la main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on va y intégrer notamment les cotisations sociales. On voit que la France est quand même très très au-dessus. Alors elle est au-dessus des Allemands, elle est au-dessus de la moyenne européenne, elle est évidemment très au-dessus des pays qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que c'est pas une des raisons pour lesquelles on a perdu aussi une grande part de l'industrie ? Moi, je prends le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'elle est aussi en dessous du Luxembourg, elle est en dessous du Danemark et tout un tas d'autres pays, mais en réalité, on est environ à 34-35 € de l'heure en France, quand vous êtes à 6 € en Roumanie. Donc c'est un rapport, les chiffres sont là, de 1 à 5. C'est 37,3 € en France et c'est 7,3 € en Roumanie. Enfin, en Bulgarie, c'est 6 €. On va pas se comparer à la... Bah oui, mais ça fait quand même un rapport de 1 à 5. Ouais. Et donc forcément, en fait, d'avoir autorisé ces pays-là de rentrer dans l'Union européenne, ça veut dire que vous mettez en concurrence les travailleurs français vis-à-vis de gens qui sont payés 5 fois moins. Donc ça, c'est pas neutre. Et on parle souvent, il y a beaucoup de gens qui disent, effectivement, c'est l'industrie, c'est essentiellement des ouvriers qui sont touchés. Mais c'est pas forcément le cas. Vous avez eu le cas précis de Castorama, qui a délocalisé son service comptabilité en Pologne. Et le cynisme de l'entreprise a été même jusqu'à demander aux comptables français qui ont été licenciés de former
les futurs comptables polonais. Donc on voit bien que dans un système comme ça... Non, ils ont évidemment refusé. Ils ont refusé. Ils ont refusé, mais on voit bien que dans un système comme ça, non seulement c'est un système qui n'est pas sain, mais c'est un système qui est voué à l'échec sur le plan économique et malheureusement au détriment de la France. Alors, dernier message sur Twitter, Jean-Claude Giraud, qui suit l'émission aussi, qui nous dit l'Europe de l'Est fait partie de l'Europe. La question est de savoir si nous sommes français ou européens. Et il ajoute, une fois que cette question sera tranchée, on pourra répondre simplement à la question que nous posons, vous et moi, aujourd'hui. Alors moi, je distingue en fait... Je distingue l'Union européenne, qui est une organisation supranationale, entre nous soit dit complètement dépassée pour le 21e siècle. On l'a vu dans la gestion de la crise Covid, on le voit dans la gestion de la vaccination, où l'Union européenne a quand même le miracle qui, en 2 mois, a moins vacciné que le Maroc en 3 semaines. 7% de vaccination pour le Maroc, 6% pour l'Union européenne. Un fiasco total. L'Union européenne est complètement dépassée, mais c'est une organisation politique supranationale. Or, l'Europe, qu'est-ce que c'est ? L'Europe, c'est un continent géographique. Que je sache, la Suisse, le Royaume-Uni, l'Islande, la Norvège sont bien dans l'Europe, n'ont pas délocalisé leur territoire, ils sont bien dans l'Europe. Et donc il faut distinguer le continent Europe, les coopérations internationales qui peuvent y avoir au sein de l'Europe, Airbus, Ariane, qui n'ont rien à voir avec l'Union européenne, le projet Persévérance, qui est un bel exemple, par exemple, de coopération internationale, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, comme l'Agence spatiale européenne, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Et donc il faut distinguer la belle coopération internationale qui est possible au sein de l'Europe, et d'ailleurs avec des pays qui ne sont pas européens, de l'Union européenne, qui est une organisation supranationale et néfaste pour les intérêts de la France, et d'ailleurs les Britanniques vont le montrer assurément. Merci beaucoup Charles-Henri Gallois. Dans un petit instant, je vais recevoir le patron de Randstad, on va évoquer l'emploi, mais je voulais qu'on partage malgré tout ce reportage d'Axel Cariou, qui est l'illustration d'une des hypocrisies de l'Europe. Alors, il y a différentes formes d'hypocrisie, mais il y en a une notamment qui concerne nos véhicules, nos très vieux véhicules. La Bulgarie, que vous évoquiez tout à l'heure, est devenue d'une certaine façon la poubelle diesel de l'Europe de l'Ouest, qui revend ces vieux véhicules, des véhicules qui ont parfois plus de 20 ans, sur un marché secondaire, qui est le marché de l'occasion en Bulgarie. Vous allez voir, pour commencer, dans cet excellent reportage, cette image très spectaculaire de Sofia, la capitale, un matin plongée dans un véritable nuage de pollution. Sofia, en Bulgarie, la capitale